En direct et en public depuis la plus grande ferme de France, cap sur la Normandie ce matin. Cette région, composée de 5 départements, est un vrai garde-manger français. À ce propos, savez-vous combien de fromages AOC sont produits sur le territoire normand? Et pouvez-vous me les citer? Alors là, facile, hein. Non, là, tu me fais plaisir. T'es gentil avec ta question parce que on a 4 fromages qui sont des icônes de cette région. À commencer évidemment par le camembert. Le camembert de Normandie. À commencer par... Au lait cru. Au lait cru, bien entendu. Le Pont-l'Évêque, le Livaro. Et alors, le fromage de sol de Haute-Normandie, qui est l'appellation, c'est le Neuchâtel. Du côté de Neuchâtel, en Bray, le pays de Bray. Voilà, ce sont nos 4 fromages qui sont un peu... voilà, représentatif, c'est un peu le drapeau normand. On verra que c'est pas tout à fait celui-là. Bonjour les amis, bonjour, bienvenue à Midi en France. Ici, vous l'avez compris, nous fêtons aujourd'hui la Normandie, cette grande région réunifiée. Enfin, hein, diront les Normands qui sont contents d'être entre eux. Et voilà, nous avons des invités qui sont amoureux de leur Normandie. J'ai nommé Anne Roumanoff, qui nous fait l'amitié d'être là. Bonjour Anne. De retour des États-Unis. Direct par la Normandie, ça c'est normal. Quand elle met le pied à terre en France, elle passe par sa Normandie parce qu'elle l'adore. Et alors un autre amoureux absolu de la Normandie, Didier Decoing, très grand écrivain, scénariste que vous connaissez bien. Et qui est, comment dire, voilà, il a de la Normandie plein les lèvres. Hein, franchement, Didier. Ah bah, et le cœur, bien entendu. Un dispositif formidable, mes amis, sur le Salon de l'Agriculture. Vous le savez, vous êtes habitués depuis lundi où nous sommes. Regardez nos belles icônes. Alors, de ce côté-là, regardez qui elle a trouvé, Églantine Émeillet, elle a trouvé Pierre Arditi. Eh oui, bonjour à tous. Si Oh je là suis là. avec Pierre Arditi, ça n'est pas un hasard puisque ce matin, nous sommes tous les deux les parrains de Cerise. Vous avez vu Cerise à côté de nous. Mais attends, mais Et- Églantine, c'est surtout une icône de France 3, Pierre Arditi, avec le sang de la vigne. Pierre Arditi, une icône de France 3 qui est très très fière depuis ce matin d'être ici en compagnie de Cerise. Oui, très fier d'être avec Cerise, d'être avec toi, d'être avec vous, d'être au Salon de l'Agriculture où je viens pour la première fois de ma vie, après l'avoir vu à la télévision pendant des années. Et très fier aussi d'être au milieu de cette filière qui est menacée et de laquelle je me sens infiniment solidaire. J'espère absolument que tous ces braves gens vont se retrousser les manches et vont trouver des solutions pour sauver ces gens d'une mort qui les guette et qu'ils ne méritent pas. Alors Ça, c'est pour ça c'est que je bien ne dit. vais pas, oui, je ne vais pas garder Pierre Arditi plus longtemps parce qu'il veut aller voir tous les éleveurs et manger aussi beaucoup de bonnes choses. Passe une bonne journée. Oui, merci Pierre. Tu pourras venir nous voir éventuellement si tu le veux, si t'es pas accaparé, ce qui doit être difficile. Mais de l'autre côté, qui je vois là mais c'est Hélène Gâteau, notre Eh oui. vétérinaire. Salut Hélène. Je suis là, je suis le ring de présentation et je vous attends. Bah, génial, bien sûr, on va te retrouver d'ici quelques minutes. Le temps pour nous de situer la Normandie. Alors la Normandie, regardez sur une carte. Si vous savez pas où c'est, voilà, c'est quand même parfaitement le nord-ouest de la France, hein. Entre la Bretagne et Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Nouvelle grande région, la Normandie réunifiée, qui reste quand même une des plus petites en superficie, mais la première sur nombre de productions. Cette région normande, on compte là-bas 36 000 exploitations agricoles. Ça représente 70% du territoire normand. 2 millions d'hectares sont consacrés à l'agriculture et à leur première région en production de fromage au lait, de vache, en beurre, en crème, première région en production de pommes de lin et également le plus important bassin conchilicole d'huîtres, de moules donc, de France, avec les fameuses coquilles Saint-Jacques de Grand Camp, avec les crus d'huîtres dont nous parlerons dans cette émission et avec le lait normand parce que c'est la première région productrice de lait. C'est 15% du lait français qui est produit en Normandie. Oui, et les fromages de vache aussi, mon cher Jean-Seb. Et est-ce que tu sais ce que c'est que la SAU? La surface agricole utilisée. Et oui, absolument. Eh bien, c'est le premier département pour la SAU. 70% des terres normandes sont utilisées par l'agriculture. Ça s'applaudit, ça, quand même. Voilà. Là, les agriculteurs normands, ils sont là en force, comme tous leurs amis de toutes les régions, que nous mettons en avant, bien entendu, dans l'émission. Alors, pour vous situer quand même que nos invités ont vraiment des attaches normandes, parce que c'est très important pour nous, hein. Anne, toi, tu es à la fois, tu es allée dans l'Eure quand tu étais petite en vacances, je crois. J'ai été pendant 15 ans en vacances en Normandie. On allait chercher du lait à la ferme, des œufs, du poulet. Et Fécamp, en revanche, tu y as été rattaché par ton mari. Voilà, mon mari. La côte d'Albâtre. Ouais, Fécampois, et c'est une région que j'ai appris à aimer.
Voilà, alors ça c'est vraiment le pays de Caux, la côte d'Albâtre, c'est vraiment le nord de la Normandie, c'est sublime, hein. Moi j'adore, enfin, je vous expliquerai pourquoi. Et pour ce qui est, Serge, j'ai passé pas mal de vacances aussi, on s'est pas vu d'ailleurs. Non. Non, malheureusement. Ça m'a pas marqué. Je m'en serais souvenu. Didier, toi ta Normandie, elle est quand même plus au sud que cela. Toi, c'est vraiment ce nez qui avance dans l'océan, entre la Manche et l'océan. Voilà. Mais en fait, j'en ai deux parce que j'habite en ce qui était la Haute-Normandie, à côté de Giverny. Oui. Et c'est vrai que ma maison coup de cœur, c'est au Cap de la Hague. C'est le bout du monde. Cet endroit improbable, extraordinaire. Voilà, j'ai pas de mots pour le décrire. J'ai essayé d'écrire des livres dessus pour le raconter. Mais le livre définitif, j'ai pas encore trouvé les mots. Ah ben voilà. Mais ça va venir. En revanche, je pensais que ta religion, c'était la Normandie. Non, tu as sorti un dictionnaire amoureux de la Bible. Et il n'y est pas question de Normandie du tout. Ben non, c'était pour justement essayer de me récréer un petit peu, parce qu'on dit que je suis tellement obsédé par la Normandie Voilà, c'est que ça, je ne sais parler que de ça. c'est une petite digression. Donc j'ai dit, attendez, je connais aussi un petit peu 2-3 petits trucs sur Abraham, etc. Voilà, j'ai fait le dictionnaire Ben sur la voilà, Bible. en passant, bien entendu. Mais les Normands sont des grands lecteurs de Bible. Ah bon? Ah ben oui. Sont des chrétiens fervents? Ce sont des passionnés de la Bible. Ah bah je ne le savais Mais pas. moi non plus. Mais Moi- quand j'ai fait le dictionnaire, je l'ai découvert. Moi, ma Bible, c'est plutôt la nomenclature de l'INAO avec tous les produits d'appellation d'origine protégée. Mais bon, chacun sa Ah, Bible. je suis hein. pas contre. Hein. Ah, bien entendu. Quand tu t'ennuies, les labels rouges, ouais, c'est... C'est ça, quand je m'ennuie un petit peu de la belle route. Alors, on va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui est sur le ring, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je crois qu'elle va s'intéresser à la jeunesse. Hein, la jeunesse, c'est très important dans l'agriculture. Hein. Il faut que les vocations naissent tôt, Hélène. Exactement, Vincent. À la jeunesse, alors on est sur le ring de présentation, il y a des vaches et beaucoup de jeunes. Et c'est un véritable examen qui a lieu ici. Pour en savoir un petit peu plus sur ce trophée des meilleurs pointeurs, eh bien, je vais embêter Julien qui est en train de remplir sa copie. Bonjour Julien. Qu'est-ce que tu es en train de faire concrètement autour de cette magnifique charolaise? Ben, je suis en train de juger de la bête, de la tête à la queue en fait. Alors, l'intérêt de juger, c'est pourquoi? Pour voir si c'est une bonne reproductrice, une bonne vache, une bonne mère, parce qu'elle est avec un petit petit veau. Oui, tout à fait. Et bon, on peut se comparer entre agriculteurs pour encore s'améliorer. Et voilà. Quel est l'enjeu pour toi aujourd'hui? Ben, de représenter la Belgique et venir encore m'améliorer, voir mes qualités, mes défauts. Alors, parce que ici, aujourd'hui, sur ce ring, il y a 22 pays qui sont représentés, 60 jeunes qui s'affrontent. Alors, regarde, moi aussi, j'ai pris une copie. Je vais te la confier parce que j'ai envie de me frotter à et puis vous, on aux veut jeunes savoir agriculteurs. comment ça marche. Hein. Alors, comment ça marche? Eh bien, très concrètement, par exemple, on va admirer l'aspect de l'animal, la largeur Ouais. de sa culotte. Donc, on va voir les groupements musculaires ici qui se dégagent sur la cuisse. Moi, je Donc, vois la tout de lar- suite le rumsteak. Hein. Excuse-moi, Pas mais moi, c'est une pas moi. déformation. Moi, je vois une belle vache. Ensuite, on regarde. Alors, pour la largeur de la culotte, moi, je lui mettrais 7 à celle-ci. Si tu peux le remplir, c'est des notes de 1 à 9. Ensuite, on regarde les aplomb. Les pattes, sont-elles bien rectilignes? Est-ce qu'elles permettent de supporter le poids de la vache? Pour les aplombs, écoute, moi, Julien, je vais lui mettre 8. Elle me paraît avoir de bons aplombs. On va aller voir sa tête quand même, car la tête de la vache est aussi extrêmement importante. C'est une vache qui s'appelle Irlande, comme c'est écrit sur sa corne. Alors, Le montre. Regarde, elle te montre. elle me le montre et elle est avec son petit veau, bien évidemment, on ne sépare pas une mère charolaise de son petit veau. Ce qu'on regarde pour la charolaise, c'est si elle a bien le tour des yeux qui est plus clair que le reste du pelage. Là, c'est le cas. Elle me semble avoir une tête, ouh là là, il est un petit peu énervé parce que je m'approche trop de son petit, une tête assez fine. Pour l'harmonie du visage, écoute, moi je mettrais de la tête, je lui mettrais 8. Je la trouve très belle cette vache. Et ensuite on regarde également la finesse de la peau. Est-ce que c'est une vache qui a une peau assez fine, qui a une belle harmonie en général? Eh bien écoutez, bon, je ne vais pas trop l'embêter, hein. Je vais lui mettre 8 pour la finesse de la peau. Je vais continuer mon petit examen et puis on verra Ouais. après Julien si je fais partie moi aussi des meilleurs pointeurs de cette année, d'accord? Merci Hélène, oui, moi j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde une vache et une autre, on n'a pas les critères hein, pour juger et on se trouve un petit peu démunis. Voilà, on voit qu'il y a vraiment des critères objectifs pour juger les vaches.
Heureusement qu'il n'y en a pas pour juger les animateurs télé parce que je crois que j'aurais pas été pris. Voilà. Didier, toi, tu aimes hein, les races bovines. Faut dire que c'est une région d'élevage aussi hein, que tu habites. Ah oui, puis moi, quand j'étais enfant, je vivais dans l'odeur de l'étable. Le patelin où on avait une maison, il y avait 350 feux, 350 habitants, il y avait 4 fermes. Et c'était des fermes d'élevage, et ça sentait. En arrivant ce matin au salon d'agriculture, j'ai eu ma petite Madeleine de Proust. Tout d'un coup, cette odeur géniale. Tu vas pas me dire que le fumier, c'est ta Madeleine? Ça sent. Si, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, c'est vrai qu'on y est, quoi. Ouais. Lorsqu'on sent, lorsqu'on arrive sur le salon d'agriculture, il y a cette odeur. T'as senti, Anne, en arrivant, hein? Oui, puis moi, je me souviens aussi du lait qu'on allait chercher à la ferme dans des pots comme ça. Ouais. Et j'ai joué, moi, beaucoup dans le foin aussi, parce que dans la ferme qui est à côté de chez moi. Et je me rappelle aussi de donner à manger aux veaux. Et j'adorais mettre ma main, je le ferai plus maintenant, mais je mettais ma main dans la bouche des veaux. Pour sentir la langue râpeuse. Oui, c'est ça. Oui. Ça va, t'as conservé tes doigts quand même? Oui, montre. Ah oui, bon, ça va. T'es tombé sur des gentils veaux. Alors, on va rester dans ta région, figure-toi, Anne, avec Jean-Seb qui va nous emmener en Pays de Caux. On va rester dans le Pays de Caux. On va aller découvrir une des spécificités normandes là-bas. Le Pays de Caux, ce sont des paysages, une sorte de puzzle patchwork verdoyant, avec comme ça piqueté quelques bosquets, quelques forêts, des peupliers plantés. Et au milieu de ces forêts, il y a des maisons, des étables, et toujours une mare. Ça s'appelle un clos masure et nous partons le découvrir. Un petit îlot d'arbres au milieu d'un champ de blé, aucun doute. Nous sommes dans le Pays de Caux, en Normandie. Là, la caractéristique typique du Pays de Caux, ce sont des clos masures très rectangulaires, donc des grands hêtres qui font 20-25 mètres de haut. Si vraiment on veut découvrir le Pays de Caux, quel qu'il soit, il faut essayer de franchir ces rideaux d'arbres pour des clos masures, ouvrir la barrière et voir ce qui se passe à l'intérieur. Derrière ces murs végétaux, un corps de ferme clos par des fossés, c'est ce qu'on appelle un clos masure. Dès le XIIe siècle, l'homme a bâti ici sa maison et ses bâtiments agricoles à l'abri du vent et des regards. La vie de la ferme s'est alors articulée autour d'un élément indissociable du clos masure, la mare. Un clos masure, c'est une entité, c'est un milieu que l'homme a façonné. Et quand les gens ont voulu s'éloigner un petit peu des fleuves, des rivières, ils se sont aperçus qu'il fallait maintenir de l'eau. On est là devant la base d'un clos masure, c'est avant tout la mare. Et à partir de ce moment-là, la vie pouvait s'organiser autour de la mare. Antoine veut faire perdurer cette tradition familiale, née en 1933, tout en y apportant sa propre vision. Comme ce bâtiment de 1760, le plus ancien de la ferme, qui était à l'origine une bergerie. Désormais, c'est la maison des poules. Les clos masures, c'est une histoire, mais c'est aussi un avenir. Parce que c'est des bâtiments quand même qui sont de conception assez solide. Avec les moyens d'aujourd'hui, on peut encore leur donner d'autres perspectives que celles qu'ils avaient à la base, quoi. Si le clos masure a une dimension agricole et familiale, il a également vocation à transmettre et partager. Le public peut traverser le clos masure à bord du petit train d'Antoine. Et chaque arrêt réserve son lot de découvertes. Ici, on nourrit aussi bien l'esprit que le corps. Donc là, elles sont en pleine activité. Excusez-moi. Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'Antoine et sa femme peuvent profiter de leur havre de paix. Le fait de vouloir permettre à des gens de venir découvrir ce qu'est un clos masure, heureux de redécouvrir aussi les images de leur enfance, des odeurs de leur enfance et des goûts aussi des produits, pour nous, on peut être fiers de ce qu'on est en train de faire. Grâce à eux, le clos masure perdurera au fil du temps et continuera d'incarner l'identité du Pays de Caux. Et ces clos masures sont aussi importants en Normandie que tous les bosquets et les taillis qui ont été plantés au fil de l'histoire. Parce que ça permet d'une part d'arrêter le vent, mais ça permet aussi le drainage des terres, ça permet d'éviter le ravinement, ça permet de conserver à la terre sa vie. Et c'est pour cela qu'il y a un dossier qui est en cours au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO pour qu'on classe ces clos masures qui font partie intégrante de l'identité normande et du pays cauchois en particulier. Alors tu vois mon Jean-Seb, j'adore quand tu t'emportes. Anne, t'as vu comment ils vont le truc? Il est à fond sur les clos masures. masures. Non mais il est véhément, il est bien là, il est dans son élément. Il faut dire que moi les clos masures, puisque j'allais en vacances pas très loin de Fécamp, que tu connais bien, moi j'appelais ça des talus. Hein. Enfin on disait des talus, il y avait des hêtres. Tiens regarde, c'est chez toi Anne.
C'est la sortie du port de Fécamp. Tu y vas souvent, toi, dans cette J'y région? vais, ouais, au moins une fois tous les 2 mois. Enfin, après, j'ai beaucoup de travail, mais c'est vrai que j'aime bien aller là parce que c'est seulement à 2 heures de Paris et c'est très peu connu par rapport. Et tu fais du bateau? Parce qu'on voit le port de Plaisance là. Ça m'est arrivé Ouais. d'en faire, ouais. Les grandes heures de la voile. Il y a plein de promenades qu'on peut faire tout autour qui sont très jolies, des promenades à pied. Et surtout à Fécamp, il y a du bon air comme en Bretagne. En fait, il y a vraiment un air très frais. C'est très venteux, hein. Des fois il pleut, mais je veux dire, c'est une région. Enfin, l'air est très très. Oui, bon, on sent qu'il y a de la bonne santé. On respire la bonne santé en fait, hein, Ouais. autour de Fécamp et de la côte d'Albâtre. Alors, ce sont de très belles images. Tiens, les voilà ces falaises. Hein, ces falaises qui ont retenu. Parce que les gens connaissent seulement Étretat, mais il y a plein de villes autour qui sont très jolies, même des petits villages, Saint-Pierre-en-Port, enfin tout ça, qui sont sur la côte. Et Étretat, pas loin. Oui, Veulent-les-Roses. J'incite les gens à découvrir aussi en dehors d'Étretat, quoi. Il y a plein de choses. Bien sûr. Tu as raison, les petites dalles. Voilà. Les grandes dalles. Les grandes dalles. Et c'est à Fécamp qu'on trouve les plus hautes falaises. Hein. Le Cap Fanier, il est à Fécamp. Par contre, il ne faut pas se promener au bord. Hein. Non. Parce que on peut regarder. ça s'effrite. Il y a une érosion, hein, il faut le c'est dire. ça. Et est-ce que vous mangez du hareng? Non. Quand on aime Fécamp, on mange du hareng. Ah bah non, ça fait trop mauvaise haleine. Oh. Ah, En fait, ce que j'aime dans le hareng, c'est les pommes de terre à l'huile. Mais bon. Oui, oui, bah si. Alors, on a le droit. Hein. Si vous nous écoutez, la pomme de terre à l'huile n'est pas à dédaigner non plus, hein, bien entendu. Mais le hareng, un petit peu de hareng, ce petit goût fumé, là, en passant. Il faut dire que, évidemment, ça a un peu disparu. Fait qu'on regardez de plus en plus de monde sur le salon de l'agriculture qui nous rejoint ici, sur le plateau de Midi en France. Ce sont nos amis de région qu'on retrouve toute l'année dans les villes que nous traversons et qui se sont donné un petit peu rendez-vous pour venir nous soutenir ici à Paris avec toutes nos équipes de la filière France 3. Et alors, là, les amis, il est temps de remplir le buffet parce que vous le savez, traditionnellement, à la fin de l'émission, nous avons un buffet de dégustation. Et nous avons un très grand chef normand, bien sûr, Christophe Saint-Agne qui me rejoint. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très très bien, merci. Prends ton micro. Alors, tu m'apportes, voilà, ça c'est le cadeau normand traditionnel, hein, bien entendu. Beurre et crème d'où? d'Isigny, bien sûr. Cette bonne blague, bien sûr. Alors, Christophe, il faut que je vous le présente quand même. Christophe, il a un peu quitté sa Normandie. C'était le chef du Meurice qui a succédé à Yannick Aleno. Un pur produit de la filière Ducasse, voilà, c'est-à-dire un grand chef. Et il vient d'ouvrir son établissement à Paris. Et on te souhaite, ça marche bien, ça va? Ouais, ça marche très bien. Avec très un bien peu de produits normands? Beaucoup même. Beaucoup. Bah, attends, on va pas renier sa région. Alors, on parlait tout à l'heure des fromages d'appellation. Hein, ça, c'est merveilleux. Et tu nous donneras ton avis tout à l'heure. Mais parlons déjà de ça. Hein, parce que ça, c'est quand même la signature de la Normandie. Il y a les pommes, le beurre et la crème, grosso modo, non? Exactement, c'est le terroir. C'est-à-dire que ici, vous avez un concentré de ce qu'est la Normandie, puisque la vache, elle va brouter l'herbe, donc elle va manger le terroir. Ensuite, elle va le transformer en lait. Et nous allons transformer derrière en crème et en beurre. Donc, quand vous achetez du beurre ou de la crème normande, vous avez un petit peu du terroir de la Normandie. Voilà, là on a du beau beurre de Baratte d'Isigny. C'est important parce que ce que tu dis, le beurre c'est pas 100% de matière grasse, il y a des ferments lactiques à l'intérieur, c'est tout ça qui va donner le goût au beurre. Exactement, donc toujours essayer d'acheter des produits au lait cru, c'est là que Bien vous aurez, sûr. c'est là que ce sera le plus nourrissant. Là pour le coup, oui. Et puis, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de garder la ligne, tout ça. Au moins, quand vous achetez du beurre, vous savez ce que vous mangez. Ce ne sont pas des graisses qui sont cachées. Donc voilà, vous. Ah non, ça, elles ne sont pas cachées. Mais il faut. Et d'ailleurs, hein, on a du mal à les cacher aussi après. Hein. Je te le dis, moi. Regarde, on sait exactement où elles sont. Didier, toi, tu aimes le beurre, bien entendu. Le beurre et la crème, c'est. J'adore. C'est effrayant, mais moi, j'en mets sur tout. Voilà. Il y a toujours... Même sur les serviettes de bain. Non, mais on met du beurre sur certaines choses, et sur les choses sur lesquelles on met pas de beurre, on met de la crème. Voilà. De toute façon, on consomme ces choses-là. Alors, tiens, j'en profite pour dire un truc, parce que je le répète souvent, mais hein, il faut jamais trop répéter, parce que la crème, ça n'est pas gras. Non, parce que les gens ont peur. Ils disent « Oh, on va mettre de la crème ». La crème, ce n'est que, grosso modo, 35% de matière grasse. Exactement. Alors que le beurre, c'est 85%. Donc, le beurre, oui, c'est assez gras, mais moins que l'huile d'olive. Quand on mange de l'huile d'olive, on mange plus de gras que quand on mange la même quantité de beurre. Ah bon? Eh oui, parce qu'il y a de l'eau et des ferments lactiques et des produits lactés. Et le conseil qu'on peut donner pour cuisiner, c'est plutôt de mettre la matière grasse à la fin. C'est-à-dire que vous démarrez votre recette et vous rajoutez la crème juste avant de servir. Comme ça, vous maîtrisez exactement la quantité de matière grasse que vous ajoutez. Et si vous aimez les moules à la crème, il faut le faire avec soit de la crème de la ferme ou de la crème d'Isigny. Ça change tout.
Ouais, toi, en voilà une encore qui a été gagnée C'est par les tellement produits meilleur. normands. On va pas trouver de contradiction ce matin, mais j'aime bien moi quand on est en Normandie. On a des huîtres aussi. Tu aimes les huîtres? Oui, j'adore Anne les huîtres. Alors on vous parlera tout à l'heure de Là, ces. au moins, c'est pas grossissant, contrairement. Mais Ça, tu sais, tout est une question de proportion. L'huître, c'est Moi, je trouve que pratiquement tu as la zéro ligne. calorie, Hein. hein. Tu as la ligne. Donc, regarde, on a ces huîtres qui sont alors issues des 4 crues. Hein, elles viennent peut-être de chez toi, celle-là, Didier. Je crois reconnaître des Saint-Va dans le tas. Mais tu sais que moi, c'est rituel. Tous les samedis soirs, obligatoirement, 2 douzaines de Saint-Va. Et j'en suis. Samedi dernier, j'ai trouvé ma 4e perle. Dans une Saint-Va. Non, mais tu rigoles. Non, Tu trouves des perles dans les huîtres? 4. J'en ai trouvé 4. À quoi ça ressemble une perle d'huître de Saint-Va? Mais c'est une perle comme une autre perle. C'est vrai, Simplement, celles que je trouve sont pas très très grosses, mais elles ont un très très bel orient, comme on dit. Et alors, la sensation de la perle dans la bouche au moment où tu la découvres, c'est jubilatoire. Parce que c'est rond, c'est doux, et tu te dis, tiens, ça c'est pas un morceau de coquille. Tu sors, tu regardes, quelle ça brille à la merveille. lumière, et les gens te regardent stupéfaits. Mais vous avez trouvé une perle? Oui, dans une Saint-Va. Un trésor. Eh ben, tu sais quoi, Didier? Dans les belons, il n'y en a pas. Non, Dans les Saint-Va. non. Dans les Saint-Va, voilà, vous savez où les acheter maintenant. Nous aussi, on a des perles pour toi. On avait tout à l'heure Hélène Gâteau, et j'ai trouvé une 2e perle sur le salon. C'est Églantine Émeillé, notre amoureuse des animaux, qui nous présente. Alors, je ne sais pas, avec qui te trouves-tu, Églantine, là? Parce que je te vois, mais je ne sais pas qui... Ah! J'ai rejoint ici une famille de passionnés par le Génial. cheval de trait Percheron. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors vous êtes venu ici en famille, tout le monde est là. Tout à fait, voilà. C'est une passion depuis toujours, le cheval de trait Percheron? Oui, mon mari, quand je l'ai rencontré, en avait déjà. Et moi, je suis fan de chevaux depuis que je suis petite. Donc voilà, j'ai mis les 2 pieds dedans avec lui. Et depuis, c'est une passion partagée. Ouais. Alors ça n'est pas la première fois que vous venez au salon. Non, c'est la 4e fois. Ouais. En 4 fois, ça a changé pour vous depuis les beaucoup, débuts? parce que la première fois qu'on est venu, il y a 20 ans tout juste cette année, puisque c'était en 1996. Oui. Donc oui, les choses ont beaucoup évolué, parce qu'à l'époque, on sortait très peu nos chevaux. Et maintenant, on les sort tous les jours en présentation, en main, monté. On fait un carrousel avec les coms normands. Donc, Ah oui. Ça a beaucoup évolué. Le matin, très tôt, je crois que vous pouvez les sortir dehors Oui, il faut les aussi. sortir tous les jours, parce que c'est long en stall pour Oui. de rester mobile. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? C'est quoi l'intérêt pour vous de présenter ce cheval Alors Percheron? pour nous, c'est avant tout une fierté déjà, un travail quand même sur plusieurs années, de longue haleine, et puis faire découvrir notre race qu'on aime tant, expliquer aux gens. Voilà. Expliquer entre autres que le cheval de Percheron, en tout cas, a plein d'utilisations possibles. Voilà, leur faire voir ce qu'on peut faire avec eux, les chevaux de trait en général, parce que... On peut faire des loisirs avec ces chevaux. Tout à fait, moi je la monte, je fais de la rando avec, c'est que du plaisir, ils sont bien dans leur tête, c'est tranquille, voilà. Alors, elle a l'air un peu agitée comme ça, hein, Cassie, mais en fait, pas du tout. Vous l'avez choisie elle parce qu'elle est particulièrement docile, normalement. Voilà. C'est-à-dire... Là, bon, ils sont enfermés, hein, c'est pas facile, ils sortent peu, alors bon. Oui, Cassie en a marre. Voilà, à 2 ans, elle a fait les tests de caractérisation. C'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place depuis 2 années. Donc, différents tests comme marcher sur une bâche plastique, le test du parapluie ouvert, monter, descendre dans un camion. Et ça, c'est tout nouveau pour vérifier le caractère du cheval. Voilà, donner les pieds, passer un tronc d'arbre, un rideau de plastique, etc. Donc, il y a des notes, il y a des juges. Ils sont aussi jugés sur leur modèle, leurs allures, etc. Oui. Et on a une note finale avec un compte rendu, donc c'est très intéressant et ça met... Et Cassie a une bonne note. Elle s'est très bien débrouillée, j'avoue. Tu t'es bien débrouillée, Voilà. Cassie. Chantal, merci beaucoup. Je vais juste profiter une seconde pour demander à l'un de vos fils s'il veut bien. Ça, c'est votre fils aîné, vous appelez comment? Arnaud. Arnaud, vous avez l'intention de continuer après? Oui, j'aimerais bien continuer à élever des percherons. Si je le peux, je le ferai avec grand plaisir. Parce que je suis dedans depuis que je suis tout petit et j'adore cette race de chevaux. Et voilà. Une passion comme ça qui se transmet. Toi aussi, tu comptes reprendre? Bah voilà, c'est une famille parfaite, tout le monde dans le Percheron. Merci à tous, puis je vous souhaite un très très bon salon. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Églantine. Tu reviendras tout à l'heure évidemment pour déguster avec nous les merveilleuses spécialités qui sont sur notre plateau. Alors, vous avez compris, il est beaucoup question de tradition, bien entendu, ici sur le Salon d'Agriculture. C'est très important, surtout quand on voit des jeunes qui s'inscrivent dans cette tradition. Mais il est surtout question d'innovation. C'est ce qui peut aider aujourd'hui l'agriculture française. Et nous, on a Nathalie Schran-Guirma qui est la spécialiste de l'innovation. Car l'innovation est dans les exploitations. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Bah, je dirais un bonnet d'âne normand en dentelle. Un bonnet d'âne. Tu vois un bonnet d'âne, toi? Ouais, bah ouais.
Ouais, Enfin, la Des couleur... souvenirs d'enfance, ça sent le vécu quand t'étais enfant. Attends, excuse-moi, Je te taquine. il y a déjà plus de bonnet d'âne, je suis pas si vieux que ça. Mais non, c'est un bonnet que l'on met sur les chevaux pour leur diffuser de la musique. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que ça avait tendance à réduire leur stress d'au moins 30%. Et c'est l'invention d'un jeune ingénieur canet. Comment ça fonctionne? Eh bien, regardez ces belles images de France 3 Normandie. Le Haradel, le berceau du sel français. La jument Vista va vivre ce jour-là une expérience inédite, un entraînement en musique. Ça, c'est un bonnet qu'on met aux chevaux. Là, c'est les oreilles. Voilà. Et là, il y a la musique dans ça. Directement dans les Voilà, oreilles. directement dans les oreilles. Ce système, c'est Hugo Kaidas, jeune ingénieur, qui l'a mis au point. Est-ce que tu peux allumer le bonnet, le musique pour le cheval, s'il te plaît? Depuis son portable, il lance la programmation. Ce sera du classique. C'est la musique vraiment assez calme, avec du piano, pas trop de voix, plutôt linéaire, pas d'envolée lyrique. La chose linéaire qui fait que ça améliore son bien-être, ça diminue son stress et après l'effort, ça diminue son temps de récupération. Moins de stress, une récupération plus rapide. Les vertus du système ont été validées par les chercheurs de l'université de Caen. Mais cela va plus loin. Grâce à une liaison sans fil, Alain, le cavalier, est lui aussi connecté à Vista. Mets tes oreilles bien devant. Voilà, très bien. Allez. Voilà, tes oreilles bien devant. Voilà. Mon cheval, donc on est tous les deux connectés avec la musique. Donc mon cheval l'écoute dans les oreilles, avec le bonnet. Et moi, je l'ai dans mon oreillette accroché à ma bombe. Et grâce au micro, je peux parler à mon cheval. Et par exemple, si on va un peu trop vite, lui dire oh là, doucement, ralentis. On peut vraiment se parler et être vraiment plus complice en fait dans le travail. Le système a déjà été prévendu à 250 exemplaires. Mais Hugo Kaidas veut encore l'améliorer. En passant 5 musiques typiques, on arrive comportementalement à savoir quel type de musique le cheval aime en fait. Vista est une fan inconditionnelle de Chopin. Elle ne pourra en profiter qu'à l'entraînement. Le système pour l'heure est interdit en concours ou en compétition. Et l'entreprise, elle a été primée pour son caractère innovant par la région. Mais Nathalie, qu'est-ce qu'ils leur font écouter comme musique aux chevaux? Eh bien, justement, Didier. Alors, ça dépend de la cadence. Par exemple, si on est dans un exercice de galop, ça va être plutôt ce style de... Pas mal, ce style de musique. Écoutez. Bon, là, c'est du R&B. Et ça aurait pu être du rock, Didier, vous avez raison. Parce qu'on veut un rythme soutenu. Moi, j'aurais mis du Turner pour le galop, parce que c'est un pas en 3 temps, hein, quand même. Moi, j'aurais mis un rock des années 80. Quel style de... Alors, maintenant, si jamais on fait un exercice de trot, alors là, ça va être une musique... C'est l'exercice de trop, malheureusement. ça va être une musique joyeuse, comme celle-ci. Voilà, une musique enthousiaste. Voilà, une musique qui vous emporte, qui est gaie, qui est entraînante. Et maintenant, si on est dans un exercice de pas, il y a une musique qu'aiment les cavaliers, c'est celle-ci. C'est le reggae. Ah ouais, c'est pour les spécialistes de la nonchalance, ça. Non mais ils se rendent compte qu'à un moment donné, le cheval va se caler sur le tempo de la musique. Oh, tout doux, bijou. Il est entraîné par le rythme chaloupé du reggae. Et quand on est dans un exercice de récupération, de relaxation, alors là on écoute de la musique classique. Oui, là, alors, le cheval s'endort, là. Oui, alors juste pour finir... Et la garde républicaine, c'est la Marseillaise? J'espère. C'est ça. Et alors ces musiques ne sont pas choisies au hasard. Hein. Ça, c'est très important de le dire. Notre société canaise a monté donc un consortium qui est composé de spécialistes en éthologie équine, de vétérinaires, de cavaliers expérimentés, parce qu'il fallait bien comprendre le fonctionnement de l'ouïe du cheval, qui n'a rien à voir avec l'ouïe humain. Donc il fallait être sûr qu'ils aiment cette musique. Par exemple, Anne, si on vous met un casque de musique avec des hennissements toute la journée, ça serait infernal. Oui. Pas sûr que vous aimiez ce traitement. Elle va ruer. Donc il fallait être sûr que ça plaise au cheval, qu'ils sont en totale harmonie avec cette musique-là. Et bien justement, l'inventeur de ce concept, c'est Hugo. Il est avec nous en plateau. Il est venu avec sa sœur Marine. Bonjour Hugo, bonjour Marine, bienvenue. Alors Hugo, vous avez eu cette idée pour votre sœur. Racontez-nous. Exactement, en fait, j'ai eu l'idée grâce à ma sœur, qui est une cavalière passionnée de saut d'obstacles, en fait, et qui a fait l'acquisition d'une jeune jument il y a quelques années, qui s'avérait assez craintive, et elle n'a pas réussi à créer la bonne relation, celle qu'elle souhaitait. Moi, je me suis impliqué là-dedans. Je suis ingénieur et musicien. Et en fait, j'ai eu l'idée de créer un casque audio pour les chevaux en me basant sur une étude scientifique qui existait, qui disait que ça avait un effet positif sur le bien-être des chevaux. Voilà, prototypé, ça a fonctionné. Et ensuite, on a monté tout un consortium scientifique avec des vétérinaires, des spécialistes du comportement équin, des éleveurs, des cavaliers professionnels et des grands coachs. Et grâce à ça, on a vraiment compris
ce qu'était l'ouïe du cheval, comment adapter de la musique au cheval. Et il y a vraiment la relaxation, avec de la musique plutôt douce, et le travail de la cadence. Et ça, c'est utilisé par les plus grands coachs, notamment des coachs comme Xavier Delalande, qui sont des gens issus du cadre nord de Saumur. Donc Marine, est-ce que quand on fait du saut d'obstacle, on peut aussi mettre de la musique sur les oreilles du cheval? Oui, c'est super. Et ça marche vraiment bien. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser en compétition, hein. C'est bon, Ah c'est bon une routine de conditionnement. D'accord. Oui, juste avant l'entraînement. Et la première livraison aura lieu en avril. 250 casques ont déjà été achetés. Donc encore un grand bravo. Exactement. La preuve bien que la jeunesse ne manque pas d'innovation. Voilà. Bravo Nathalie Schrein-Guillermin. Et moi, ça me donnait une idée, en te voyant parler, je me disais, bon, tu as donné trop galop, pas trop galop. Ouais. Si on veut le grand galop, moi je sais ce qu'il faut leur mettre le spectacle d'Anne Roumanoff dans les oreilles, parce que ça dépote du début jusqu'à... Ah non mais c'est hallucinant, c'est une galerie de portraits absolument au vitriol, comme tu en as l'habitude Anne, mais avec cette façon que tu as d'aller chercher les caractères, c'est très divers, c'est une gamme incroyable de personnages. Oui, il y a plein de personnages très très différents et j'ai joué ce spectacle 6 mois à Paris, ça a cartonné, c'est plein partout en tournée et je le reprends 6 mois à partir du mois de juillet à Paris. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ta façon à toi de mettre le doigt sur ce qui va mal en disant on peut en sourire quand même parce que c'est le seul moyen de s'en guérir, non? Plus ça va mal, plus il y a matière Plus à ça faire t'intéresse, toi. non, oui, plus il y a matière à faire des sketchs et comme en ce moment ça va plutôt très mal, il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Et je pense que le public a encore plus besoin maintenant qu'on vit dans un contexte très angoissant de rire et ils sont très reconnaissants aussi de ça, d'oublier tous leurs soucis pendant 1h30 quoi. Eh ben on viendra te voir Ok. l'été prochain quand on sera en relâche, nous, de Midi en France. Hein, pendant les vacances, on ira voir Anne tous ensemble, en famille. Voilà, alors je suis avec Christophe Saint-Agne, le chef normand, parisien pour ce qui est de son restaurant, mais normand de naissance. Hein, toi, c'est l'heure et Ponto de Mer. Alors, j'ai vécu à Ponto de Mer, je suis né à Caen et je suis d'origine de la Manche, donc c'est vraiment toute la Normandie. D'accord. Donc, ouais, toi, tu as couvert à peu près tout le territoire. Exactement. À pied, à vélo. Les amis, je crois qu'il y a Jean Seb qui est pas loin, je vais lui lancer un défi dans quelques minutes. Mais en attendant, on va retrouver Hélène Gâteau qui doit toujours être dans le coin des bovins. Hélène, toi, tu es toujours... Ah non, pas du tout. Mais alors, ah là, c'est les grandes oreilles. Ah bah dis donc. C'est ça la petite astuce, Vincent, c'est que je suis dans le hall des bovins, mais pour Midi en France, le Salon de l'Agriculture a accepté que nous fassions venir un âne. Il y a un âne qui resquilleur, alors. représente la Normandie grâce à Michel qui est éleveur et sa fille Noémie. Alors, puisque la Normandie, c'est une terre de cheval, on l'a vu avec Églantine, mais la Normandie, c'est aussi une terre d'âne, car c'est la seule région qui possède 2 races d'ânes. On a l'âne normand et l'âne du Cotentin, qui est ici. Alors Michel, c'est votre 2e salon. Quel est l'enjeu cette année pour Kaline qui a 4 ans? Une grande satisfaction, surtout. Représenter mon élevage. Oui. Et puis représenter l'âne du Cotentin. Alors l'âne du Cotentin, regardons un petit peu ses caractéristiques. C'est un âne qui est magnifique, qui est un peu petit par rapport à d'autres races de rânes. Il a une robe, un pelage gris tourterelle, avec, vous voyez, la couleur grise un petit peu par rapport à un gris un peu plus souris chez l'âne de Provence, par exemple. Il a ce qu'on appelle une croix de Saint-André au-dessus de sa ligne de dos. Ça, c'est indispensable pour toutes les races d'ânes, mais encore plus pour l'âne du Cotentin. C'est un âne qui a beaucoup été... Oh ben voilà, entre les oreilles. Un âne qui a beaucoup été utilisé en Normandie, vous savez, pour relier les fermes au marché. C'était des ânes que l'on appelait des ânes bâtés. On leur mettait sur eux les pots de lait pour pouvoir emmener la récolte sur les marchés et la vendre aux consommateurs. Alors justement, j'ai une petite question. Comme on est au niveau des oreilles de l'âne, est-ce que nos amis sur le plateau, nos invités sur le plateau savent pourquoi on parle du bonnet d'âne? Non, c'est pour ça que je le mérite. Alors, généralement, on disait qu'on mettait un bonnet d'âne au cancre parce que les ânes ne sont pas intelligents et ils sont extrêmement têtus. Eh bien, c'est tout l'inverse, les amis, puisque les ânes sont des animaux très intelligents et leur mettre un bonnet, eh bien, au cancre, c'était faire passer l'intelligence de l'âne aux mauvais élèves. Donc, comme quoi, on tord un petit peu le cou aux mauvaises idées que l'on peut avoir sur les animaux. Et tout à l'heure, Nathalie Schrein, tu nous parlais des musiques que l'on passe aux chevaux. Eh bien, moi, j'ai essayé de chanter le petit âne gris du Gaufret à l'oreille de Kaline pour essayer de la calmer. Ça l'a apaisé? Ça a fonctionné? Écoute, ça a fonctionné parce qu'au départ, elle n'était pas tellement heureuse d'être ici dans le pavillon des bovins. Elle se sentait un petit peu perdue. Et je crois qu'on va la laisser repartir chez elle. Merci beaucoup, Michel. Bonne continuation pour votre salon. Et à bientôt. Merci, Michel. Au revoir, Merci, Hélène.
Tu es la femme qui parle à l'oreille des ânes. Et Tu on les resteras laisse comme ça dans repartir l'histoire vers du leur Salon de pavillon. l'Agriculture. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve bien sûr dans quelques minutes. Mais je vais d'abord, puisque Jean-Sébastien, tu sais qu'il est en vadrouille dans le salon du côté du stand des régions. Je vais lui lancer un petit défi. Jean-Seb, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, Vincent. Tu sais que j'aime bien chaque jour te lancer un défi gastronomique. Je sais. Alors on est en Normandie. Que veux-tu? Et du côté de chez Didier, il y a un légume maraîcher absolument connu, reconnu, avec une appellation. Je vais te demander d'essayer de m'en trouver de la carotte de créance. D'accord. Voilà. Si tu trouves ça, je te dois un déjeuner. Tu me laisses 20-30 secondes? Ah bon, c'est tout? D'accord. Bah, pendant ce temps-là, je reviens en plateau et quand tu as trouvé, tu me fais signe. D'accord. À tout de suite, Jean-Seb. Avec Christophe Saint-Agne, le chef. Alors, Christophe, devant toi, tu as quand même de l'andouille de vire. Exactement. Alors ça, c'est regardez comme merveilleux, beau. hein. Et alors, c'est une charcuterie, mais une charcuterie maigre. Il n'y a pas de gras dans l'andouille. Tu vois, Anne? Non, mais On Anne peut en Romanoff manger fait très tant qu'on attention veut. à sa ligne, je le comprends. Là, on peut en manger. Exactement. Et comme elle est fumée, elle permet de parfumer, si Pas vous voulez Anne. la cuisiner. Non, tu parles de l'andouille, là. Elle peut parfumer les préparations. Ah bon, c'est-à-dire que tu peux, en fait, entourer comme avec du lard, tu peux entourer avec de Exactement. l'andouille. Il y a Quoi, une par rec- exemple, même le poisson? Il y a une recette toute simple. Vous prenez un filet de poisson, Ouais. vous le mettez dans une papillote, vous mettez des tranches d'andouille dessus, vous mettez au four. Genre cabillaud ou... Exactement, plutôt un poisson blanc, cabillaud, merlan. Vous sortez du four avec une petite purée, c'est magnifique. Moi, je le mets dans une pâte, du brick. Didier de quoi, pardon? Du brick. Je fais ça avec du cabillaud, mais je ne le mets pas dans une papillote, je le mets dans une brique. Ah, dans Mais une après, feuille il y a de un peu brique. de matière grasse. Bah oui, mais il y en a tellement Ah. peu dans le poisson et il n'y en a pas du tout dans l'andouille. Donc Exactement. c'est un petit côté croustillant. En plus, c'est très joli parce que c'est doré, mais c'est génial. Hein, C'est très très bon. Voire même, si on est du côté de la frontière de la Bretagne, la frontière sud de la Normandie, on peut mettre une galette de sarrasin, l'andouille bien et le sûr. poisson à l'intérieur. Merci Christophe. Alors on va aller voir parce que j'ai Jean-Seb qui trépigne là d'impatience. Regardez-le. Et il a trouvé sa carotte. Alors il y a de fortes... J'ai trouvé mieux. Parce qu'on dit souvent que le salon de l'agriculture, c'est la plus grande ferme de France. C'est aussi la plus grande cuisine de France C'est vrai, pendant c'est 9 vrai, jours. ça- Il y a ça des sent chefs bon dans tous partout les qui sens. font la cuisine. Ici, c'est Jérémy Savoie qui est en train de préparer des rouleaux d'huîtres avec de la truite fumée et du poireau de créance. Donc je t'ai Ah, trouvé le du poireau de poireau de- créance. Alors, et Didier Mais j'ai aussi trouvé cette magnifique carotte Ah, tu les as quand de même. créance, ben évidemment. Dis donc, tu peux en garder deux pour l'âne d'Hélène Gâteau tout à l'heure. L'âne du Y a aucun Cotentin, à mon avis, il va problème. apprécier. J'en garde. C'est des carottes qui poussent dans le sable, qui sont nourries à l'algue, au goémon. Ça donne une couleur magnifique, une saveur et un croquant particulier. Idem pour ce poireau de créance. Et Jérémy, là, il est en train de travailler avec des huîtres de Normandie, évidemment, des huîtres de Saint-Va. Ah bah dis donc, là on va se régaler tout à l'heure. Didier, le poireau et la carotte de créance, je très suppose beau. que c'est ton ordinaire. Oui, oui. Enfin, mais c'est aussi très beau à voir parce que quand on se balade dans ce coin-là, le poireau c'est bleu-vert. Oui, hein. c'est vrai. Et c'est absolument magnifique. Le matin de très bonne heure, quand il y a une lumière un peu acide sur tout ça, c'est splendide. Oui, en plus, la rosée fait des gouttelettes sur les feuilles de poireau. sur les trucs de poireau et le frémissement des fans de carottes, c'est extraordinaire. Surtout quand on leur tire dessus pour les arracher. Elle crie. Hein. Elle crie. Elle crie la carotte cri de de la créance. carotte. Ce n'est pas le cas d'Églantine Éveillé, notre spécialiste des animaux, qui va nous présenter une race de vache que je ne connaissais pas, Églantine, parce que ici c'est quand même la plus belle ferme de France. On trouve tout. Exactement, on découvre comme ça des races de vaches. C'est normal hein, que tu ne la connaisses pas très bien parce que c'est une race à faible effectif. C'est la vache saunoise. Je te présente Facinda et je suis avec le directeur de la race, le président de cette race, Dominique Euzet. Dominique, cette race, elle prend le nom de la région d'origine, le Saunois, mais elle est issue de plusieurs croisements. Voilà, elle est issue de plusieurs croisements, puisqu'on peut dire que c'est une cousine germaine de maintenant la Roche des Prés. Elle est née du croisement d'une vache mancelle qui habitait autour du Mans, avec des croisements de taureaux Durham. Durham, c'était une race anglaise qui a colonisé beaucoup de races en France. Donc, et ensuite, nous, sur la région du Saunois, on a une influence de sang normand, puisque il y avait des subventions qui étaient données, qui étaient accordées par le département, les chambres d'agriculture. À l'époque, ça n'était peut-être pas une chambre d'agriculture, mais des subventions ont été attribuées pour faire du croisement avec du sang normand. D'où peut-être cette robe pied rouge. Alors, c'est vrai que c'est une race à très faible effectif. Hein. Et aujourd'hui, on ne doit sa présence qu'à des éleveurs, des hommes passionnés comme Dominique. Pourquoi est-ce qu'on s'engage comme ça dans la préservation d'espèces qui auraient dû disparaître ? Oui, tout à fait, ils auraient dû disparaître.
Parce que dans les années 1955-1960, il y avait eu des lois qui étaient fixées. S'il n'y avait pas eu d'éleveurs passionnés comme nous, il n'y aurait plus que 2 races en France, une race laitière et une race pour la viande. Mais grâce à quelques gens passionnés qui gardaient ça pour leur patrimoine, mais en fait, compte maintenant, c'est plus vraiment que le patrimoine, ou s'ils veulent en vivre, ils doivent arriver à vivre de ces races-là. Et c'est le but, en fait, recherché. C'est ce qui se passe dans toutes les petites races, puisque on en a en présentation 13 cette année. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus que 13 races comme ça, ce qu'on dit à petit effectif. Alors c'est important de les préserver aussi pour la biodiversité, mais pour pérenniser ces races, il faut que les agriculteurs, que les éleveurs puissent en vivre. Et ils privilégient les circuits courts, c'est ça? Tout à fait, ils privilégient les circuits courts, c'est leur seul, c'est pratiquement pas tous leur seul débouché, mais c'est un plus. Il y en a dans la Bretonne Pinoire qui vont faire du lait, qui sortent du Gouel, puis quelques autres races où ils font du veau, mais vraiment typique. Et l'intérêt de la saunoise, c'est qu'elle a une musculature très très fine et en fait elle est imposante, donc il y a quand même beaucoup de viande. Voilà, il y a beaucoup de viande. On arrive à avoir des carcasses de 500 kg, 600 kg. C'est vraiment réputé pour ça. Et on a un goût assez persillé, c'est de l'influence de la normande. Après, dire que la race est meilleure les unes que les autres, là, il faut rester modeste. Je pense que c'est plus une histoire d'éleveur. On sent l'éleveur et la solidarité qui fait qu'il ne dira pas ça. Merci beaucoup Facinda, merci beaucoup Dominique. Ok, merci Églantine. Merci à ton invité, président. Vous êtes formidable, avec la passion qui anime ces gens, que l'on sent sur tout ce salon de l'agriculture. Ça a beau être difficile cette année, il y a quand même la passion qui surnage. Et ça, c'est formidable, ça donne de l'espoir. Anne, elle regardait la vache, elle se disait, elle a l'air toute gentille, un peu blasée, quoi. Elle avait l'œil un peu placide, genre oui, bon, ça va, la télé, je connais. Hein. Quand j'étais petite, moi, j'avais vraiment peur des vaches, parce que je pêchais, et donc on devait passer dans des champs où il y avait des vaches, sous les barbelés. Et des fois, on a... Ben non, mais on a peur, les vaches, elles peuvent s'énerver des fois. Surtout que, je ne crois pas révéler une indiscrétion, tu t'habilles qu'en rouge. Non. Alors évidemment, je comprends que si tu t'habilles qu'en rouge, tu as du mal à passer dans les champs avec des taureaux. Non, mais les vaches, elles ont l'air gentilles comme ça, mais quand elles s'énervent, elles sont pas commodes. Hein. Non, c'est vrai. Il ne faut pas leur chercher des noirs. Il faut courir en zigzag. D'où l'expression. La vache, elle va tout droit, elle. C'est vrai? Ah oui, c'est ça. Oui, mais il y a un moment où il y a une intersection entre ta courbe et il faut bien calculer. Ah oui. On a calculé Didier Decoing. Didier, je voudrais qu'on regarde quelques images d'un endroit qu'on a aimé, qui est autour de la Hague. Ça, c'est ta région. Regarde, tu peux nous parler de cet endroit que tu adores? Je veux dire, les images elles-mêmes parlent et elles racontent une très très belle histoire, l'histoire d'un tout petit coin de terre. Ça fait quoi la Hague? Ça fait 30 km de long. Alors certains disent que ça ressemble à l'Irlande. C'est pas faux, c'est un petit côté Connemara moins les lacs, mais on a les murets de pierre sèche. On a les moutons à tête noire, là on voit les vaches. Mais, à tête noire aussi. Mais à tête noire aussi. Mais c'est vrai que c'est un autre monde. Il y a une... Enfin, moi c'est mon royaume. C'est mon royaume et surtout c'est mon paradis. Et alors regarde comme la mer et la terre sont cousues l'une à l'autre. Et d'ailleurs quand on voit un paysan normand, parfois c'est un pêcheur. Et quand on voit un pêcheur normand, eh bien c'est souvent un paysan. Ils sont tellement imbriqués, la mer et la terre. Et donc, ça c'est une belle maison là. Ça c'est mon petit village, mon petit hameau qui s'appelle La Roche, parce que supposément Gargantua revenait des Anglo-Normandes, il avait un caillou dans sa chaussure, il s'en est débarrassé, il l'a jeté sur le rivage, et ça a donné le village de La Roche. Il n'y a pas une centrale nucléaire là-bas? Oui, mais on ne la voit pas. C'est vrai. Intégré dans le paysage. Vous savez, le gag, c'est que quand Joseph Losey a tourné un film qui s'appelait Les Routes du Sud, il voulait voir la centrale dans son image. Ils ont eu un mal de chien parce qu'il y a vraiment un angle où on la voit. Sinon, on ne la voit pas. En revanche, ta maison, on la voit bien quand on prend un drone. Voilà, dans ce petit village. C'est incroyable, Didier, quand on voit ces images. Ce sont pratiquement à chaque fois des tableaux et on comprend pourquoi les impressionnistes sont tombés follement amoureux de la Normandie. Parce que c'est des tableaux à chaque instant là-bas. Oui, mais Millet, qui a peint là-bas. Et il y a beaucoup de peintres actuellement, que ça revient, qui viennent faire, j'allais dire, des stages de regard. La lumière, il y a 4 saisons dans une journée. La lumière change tout le temps.
Bon, et regardez, on a vu des animaux absolument splendides, ces belles vaches. On en a des plus petits avec Hélène Gâteau, notre vétérinaire. À peu près de cette taille-là, Hélène. Hein. Là, tu t'es plus du tout dans la vache, là. Ah oui, oh là! Des animaux Que se tout passe-t-il? petits. J'ai changé de tenue. Je ne suis pas sur Mars. Je suis dans une api mobile. C'est une ruche c'est mobile. Il y en a incroyable. 2 en France. Et je suis avec Christophe qui est apiculteur et 20 000 abeilles, pas moins que ça. Alors, les abeilles, très petites, de tout petits animaux et pourtant extrêmement importants. C'était indispensable pour moi de vous les présenter ici au Salon de l'Agriculture, car tout ce que les animaux mangent, qui sont présents ici, tout ce que nous mangeons, eh bien 80% de notre alimentation provient de la pollinisation et provient de ces animaux-là. Alors justement, Christophe, vous allez pouvoir nous montrer, nous soulever un cadre. Peut-être allons-nous avoir la chance de voir une reine, cette reine qui peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour et qui assure eh bien, la colonisation, la pérennisation de cette ruche. Alors les ruches, pourquoi sont-elles si importantes? Eh bien car les abeilles, vous savez, vont aller butiner les plantes mellifères, les plantes qui produisent du miel, et en passant de plante à plante, elles assurent la pollinisation. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, et je tiens à attirer votre attention là-dessus, aujourd'hui les abeilles sont en danger, extrême danger, dû à quoi? Dû aux monocultures, qui font qu'elles n'ont plus qu'une seule période de floraison par an, et du coup, plus de plantes à butiner pendant une grande majorité de l'année. Elles sont en danger à cause des produits phytosanitaires comme les néonicotinoïdes qui sont encore utilisés en France et interdits dans d'autres pays. Elles sont en danger à cause de produits phytosanitaires, de traitements antiparasitaires sur les animaux et pourtant, il faut les protéger. Alors je suis en train de ne plus vous voir, Christophe. C'est un message qui est important. Tu m'inquiètes un peu, Hélène. Tout va bien, tout va bien. Écoute, je suis protégée, je suis avec un apiculteur professionnel. C'est le message que avec lequel vous sensibilisez le public aujourd'hui, hein, Christophe. On essaye de dire à tout le monde, oui, c'est pour ça qu'on a fait ce genre de matériel pédagogique, cet tapis mobile. Oui. Alors, je vous conseille de venir ici. N'oubliez pas également qu'en Normandie, eh bien, les abeilles sont extrêmement heureuses grâce à tout le bocage normand qui existe. Et puis, n'oubliez pas que quand vous dégustez une cuillère de miel, c'est tout le trajet d'une abeille, tout l'effort, toute une ruche. Et c'est également un morceau de paysage que vous mangez à chaque cuillère de miel. Ne l'oubliez pas et allez consommer des miels français sur les marchés auprès des petits producteurs. Merci Hélène, bien sûr, on adore le miel français, comme on adore l'agriculture et les agriculteurs. Ramène-moi ton masque, parce que quand on n'a pas le temps de se maquiller pour l'antenne le matin, c'est assez pratique. Oui, ça serait bien que tu regardes. Merci. Mes amis, quand je vous dis que le salon est un rendez-vous de tous les amis, évidemment, de l'émission, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin nos patronnes. Nous avons la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui est accompagnée de Dana Assier, la directrice générale de France 3, et qui sont bien entendu venus rendre visite à toutes leurs équipes ici présentes qui composent ce dispositif assez incroyable sur le salon, et grâce à France 3 Île-de-France, qui est à la manœuvre ici, et par exemple le quart de Rennes, toute la filière France 3 qui travaille évidemment à cette émission et à toutes les éditions de la journée. Donc je vous le dis, ici ils sont dans tous les coins. Si vous les croisez, c'est normal, ils sont partout. En tout cas, merci mesdames de venir nous rendre cette petite visite. Vous resterez avec nous pour le buffet final après l'émission, bien entendu. On continue en allant visiter, si tu le veux bien, un endroit que tu aimes particulièrement, qui est le jardin de Vauville, parce que Didier Decoing, tu voulais rendre hommage à un de tes camarades qui a disparu. Oui, c'est la seule bêtise qu'il a faite dans sa vie. Il nous a quittés l'année dernière, c'est Guillaume Pellerin, et qui est le créateur de ce jardin extraordinaire, qui est un jardin botanique avec des plantes acclimatées qui sont inouïes. On voit là Guillaume et son épouse Cléophée de Turckheim. Et on avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, oui, tu te rappelles, on avait fait une émission ensemble avec Guillaume Pellerin. Et quand on avait terminé cette émission, on s'était dit avec Guillaume, dans le fond, Midi en France, c'est l'heure du bonheur. Parce que c'est une émission qui montre toute la diversité des provinces françaises et de la joie qu'on soit au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Et voilà cette proximité qu'on a avec la toile, le patchwork extraordinaire de la France. Le jardin continue. Guillaume n'est plus là, mais le jardin continue. Écoute, ça m'a beaucoup touché ce que tu viens de dire, Didier, sur Midi en France. Je crois que tous nos amis qui nous regardent partagent. J'ai envie de paraphraser un cinéaste célèbre. Si tu nous aimes, mais nous t'aimons aussi.
Voilà, Didier Decoing. Et Anne Roumanoff également. De toute façon, nous, on est dans l'amour ici. On l'a compris, on aime les agriculteurs et on le montre chaque jour. Oh, Hélène est revenue. Tu m'as fait peur. Hein, je te reconnais maintenant. J'ai évité d'amener trop d'abeilles avec moi, je vous rassure. Ouais, tu n'as pas rapporté les abeilles, mais tu sais que parfois il peut s'en coincer une ou deux. Non, Oh non, me dis surveille. pas ça. Ne me dis pas ça. Ça l'aurait chatouillé. Ne me dis pas ça. Églantine, t'es pas revenue avec ta vache, avec ton. J'aurais voulu revenir avec Cerise et Pierre Arditi, mais c'est très très difficile de passer dans le salon. Il y a énormément de monde. Et honnêtement, Cerise, elle est belle, mais elle est très très imposante. Il faut Oui. de la place pour passer. Je rappelle, et c'est notable, que Églantine Émeillé et Pierre Arditi sont les parrains et la marraine de Cerise, sur ce cette salon. bazadaise qui est voilà, l'enseigne du Salon de l'Agriculture Une très belle cette vache. année, hein, qui est magnifique d'ailleurs, dans un gris. J'aime bien les camailleux, moi, donc j'y peux. Je vous signale aussi que nous portons, pour cette émission, nos invités aussi, Didier et Anne, ce badge des viandes françaises. Voilà, nous aussi, on soutient bien entendu la filière viande française, c'est très important. Hein, on ne dit pas qu'il faut manger plus de viande, on dit qu'il faut manger de la meilleure viande. Et là, c'est quand même un label de qualité que nous soutenons pour aider nos éleveurs. Nous, en tout cas, on en est persuadés. Hein. Ah bah attendez, bien sûr, on ne va pas chercher. Comme depuis le début du salon, moi, j'ai mon petit verre de lait, hein, je vous signale. Hein. Ouais, tous les jours, je bois mon lait. Là aussi, mais moi, je soutiens tout le monde, moi, du moment que le travail est pour bien une fait. fois, Vincent, j'ai l'impression que je vais pouvoir participer au banquet final, donc je suis ravie d'être ici. Oui, dis donc, c'est vrai que tu t'es dépêché, tu as Je senti suis qu'il y avait des venue bons à temps. produits. Regarde, tu as des tartes aux pommes là-bas. Excellent. Ah, regarde si elles sont belles devant les huîtres. Hein, évidemment, la tarte aux pommes, là aussi, c'est une icône gastronomique, Christophe Saint-Agne de la Normandie. Ah, la tarte aux pommes, bien sûr, magnifique. Pâte brisée, la tarte aux pommes. Attention. Pas une pâte feuilletée. hein. Attention, pas de La brisé. vraie, c'est pâte brisée. Ah, non, il rigole pas, Christophe Saint-Agne, il est normand. Puis alors, je voudrais qu'on parle d'un truc un peu moins connu. Ah non, mais alors là, regarde Mais Didier, très ça y est. bon. Didier Ça, c'est Decoing, là, sublime, ça lui ça. cause. C'est terrifiant ce truc-là. C'est la turgoule. La turgoule, absolument. Alors, on va laisser Didier Decoing nous expliquer ce que c'est. C'est une sorte de riz au lait, mais qui est cuit, surcuit, recuit, très sucré. Et tu Ouais. vois, parce qu'il a cette espèce de couleur un peu Caramélisée, caramélisée. oui. Voilà, c'est délicieux. Mais alors tu prends 3 kilos avec une cuillère à café. Non, c'est pas vrai. 2 kilos et demi. Non. Alors pourquoi Turgoule? Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Turgoule? Ah bah explique-nous. La goule en normand, c'est le visage. La gueule, quoi, c'est la gueule. Donc quand ça sortait du four très chaud, qu'on prenait une cuillère, on tordait comme ça le visage pour pas se brûler. Donc ça tord le visage. Turgoule. Ah bah voilà. Voilà C'est le très- nom. c'est Non mais très- là, elle a refroidi. Hein, je vous C'est rassure. très très bon. C'est très très. Oui, c'est très un bon. piège. Hein. On peut dire que c'est un piège. Regarde, Anne regarde avec les yeux de l'amour mon Elle- pot de elle préfère turgoule, manger mon petit avec bocal les de yeux. turgoule, et elle dit non, 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 non. Il y a le petit Gemini Cricket sur ton J'ai épaule qui fait non, Anne, non, 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 Peut-être non, avoir non. plus de chance avec des tripes à la mode de Caen. Ah, Parce que bah, ça sûrement. aussi, c'est une icône normande. Alors, tiens, demande à Christophe, parce que moi je le sais. Est-ce que c'est gras les tripes? Ah ben non, c'est bah c'est non, maigre, c'est pas du maigre. tout. C'est Ce sont les diététique. C'est boyaux. comme l'andouille de vire, ça n'est pas gras. Non, on a l'idée, mais- on a l'idée du gras, mais c'est pas gras du tout. Le mieux, c'est les pommes quand même. Alors là, on n'a même pas parlé des pommes normandes, tellement c'est une icône connue et reconnue. Elle brille, celle-là, on se croirait dans Blanche-Neige, dis donc. Ah bah attends, prends la turgoule, Didier. Regarde, on lui fait envie, le pauvre Didier qui a goûté juste les huîtres, qui est resté extrêmement... Oui, Jean-Seb? Quelques caramels... Je pars distribuer des caramels. Tu as Avec pris mon drapeau normand. Avec le drapeau normand, c'est Oui. pour qu'on te reconnaisse? Oui. Pour le Ça, Vosgien que tu es, je trouve que c'est magnifique. Et Je suis n'oublions solidaire. Hélène, pas le rôle des abeilles pour avoir d'aussi belles pommes. Hein. C'est Tu as très raison. important en Normandie comme dans toute la France. Et le moi, rôle j'ai une pollinisateur. recette amincissante avec des pommes. Dis-moi. Ah, Et ben, tu fais comme si tu faisais une tarte, Ouais. mais sans pâte. Oui, et sans pommes. Non, mais c'est très bon. bien. Non, mais tu mets ça dans un plat à tarte et sûr. tu les coupes comme une tarte aux pommes. Ça Ça peut fait être pas très bon, grossir bien sûr. et c'est très très bon. Comment ça s'appelle quand on fait ça avec des pommes de Eh ben, terre? en fait, on peut faire un Romertoff en fait comme ça. C'est-à-dire Voilà. vous prenez une cocotte Ouais. et vous mettez des tranches de pommes. Si vous voulez un tout petit peu sucré, vous faites pommes et poires. Vous mettez le couvercle, vous mettez ça au four pendant 2 heures, 2 heures et demie, et ça vous fait une espèce comme ça de compoté qui est très très bonne. Et c'est amincissant. Voilà, tu vois, c'est ça, ils sont forts les chefs, parce Et qu'il après, suffit on qu'ils peut en mettre un parlent. peu de crème quand même. Ah bah ça y est, tu te laisses aller, Anne. Non, mais une cuillère à Bon, soupe. il me reste Bien à sûr. remercier Anne Roumanoff qu'on retrouve bientôt en spectacle, de nous avoir
parler avec tant de cœur de sa Normandie. Didier Decoing, c'est sa religion, de toute façon, la Normandie, hein, bien entendu. Remercier Christophe Saint-Agne, le chef, qui nous a parlé aussi de ses produits avec bonheur. Si vous avez envie de retrouver ce salon de l'agriculture après l'émission, vous pouvez évidemment le faire sur Internet, en allant sur le site de france3.fr/salon-du6 agriculture, et vous retrouverez le salon toute la journée. Vous pouvez également, dans quelques minutes, dans quelques secondes, suivre la tranche du 12-13 sur France 3. D'abord le régional, ensuite le national, et après on est bien toute la journée sur France 3. On se retrouve demain. Bisous et on sera en Rhône-Alpes-Auvergne. À demain. D'ici là, on va se nourrir un petit peu.